Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. À cet hommage rendu par les populations du Bounkani aux forces de défense et de sécurité basées dans leur région. Pour ces populations, la présence de ces forces a permis de réduire considérablement le grand banditisme, mais également de mettre sous contrôle la menace terroriste. Une cérémonie hommage parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenevi Raima Ouattara. La Côte d'Ivoire va renforcer son système alimentaire. C'est l'objectif que vise le projet de renforcement des systèmes alimentaires durables dans le pays. 9 régions du pays ont été identifiées pour accueillir ce projet qui sera mis en œuvre par CAR Côte d'Ivoire et cofinancé par la coopération autrichienne. On en parle dans cette édition. Dans l'actualité internationale, le front libano-israélien s'est embrasé ce dimanche avec des centaines de roquettes tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël et des dizaines de raids aériens israéliens menés au Liban. La représentante de l'ONU au Liban, Janine Hennis-Pleshmart, met en garde contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Abidjan abritait le 13 septembre dernier l'atelier présentant le rapport CIGI, qui est l'indice mesurant les inégalités entre les genres. En la matière, la Côte d'Ivoire a obtenu la note de 17.3, une note qui la place comme le meilleur élève au niveau africain dans le cadre du respect des droits hommes-femmes. Un classement illustrant les bonnes pratiques et politiques initiatives gouvernementales, mais aussi les efforts du comité technique de pilotage conduit par la ministre Efrazi Kwasi-Yao. Un positionnement qu'il convient de saluer, mieux de célébrer, un résultat rendu possible grâce à un certain nombre de mesures et de stratégies et d'engagement. Cet excellent positionnement de la Côte d'Ivoire, on en parle ce 13h avec la présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration du rapport CIGI, Efrazi Kwasi-Yao, titulaire également de la chaire UNESCO aux femmes pouvoir de décision. Madame Efrazi-Yao, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Guido. Alors, vous êtes notre invité ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine. Nous aborderons le sujet annoncé plus haut, mais avant, madame, monsieur, regardons du côté des États-Unis où se trouve le vice-président de la République, Timokomi Iletkone, qui est arrivé à New York où il prendra part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Il représentera le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à cette grande Assemblée générale des Nations Unies placée sous le thème suivant, l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement. À ses côtés, le président du CESEC, le docteur Eugène Akaawele. Ici, en Côte d'Ivoire, les populations du Bounkani rendent hommage aux forces de défense et de sécurité basées dans leur région. Nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres, pour ces populations, la présence de ces forces a permis de réduire considérablement le grand banditisme, mais également de mettre sous contrôle la menace terroriste. Une cérémonie hommage parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenevi Raima Ouattara, qui avait à ses côtés la ministre du Plan du Développement, Niale Kaba. Hermaniania. La sécurité est de plus en plus renforcée dans la région du Bounkani grâce à la bonne collaboration entre les unités des forces de défense et de sécurité d'une part et entre ces unités et les populations d'autre part. Cette dynamique a permis au FDS de contenir la menace terroriste aux frontières et de maîtriser le grand banditisme dans plusieurs localités de la région du Bounkani. Reconnaissante pour le travail abattu par les forces de défense et de sécurité pour amener la calmie dans la région, les populations ont décidé de leur rendre un vibrant hommage. Il y a 5 ans de cela, une grande insécurité régnait dans certaines zones frontalières du Bounkani du fait des attaques répétées des djihadistes, mus par leur volonté d'expansion vers les pays ayant une façade maritime. Dans ces zones, il était pratiquement impossible de se déplacer d'un village à l'autre, de s'adonner aux travaux champêtres. Grâce à l'action des forces de défense et de sécurité, aujourd'hui nous savons que les problèmes demeurent dans la sous-région. Mais nous savons que nous pouvons aller au champ dans la paix, nous pouvons éduquer nos enfants dans la paix, nous pouvons vaquer à nos occupations. Et nous saluons cette cérémonie qui vient leur dire merci. Au nom des forces de défense et de sécurité, le général Zoumana Ouattara, commandant de la zone opérationnelle Nord, a exprimé sa gratitude aux populations du Bounkani qui reconnaissent à travers cette cérémonie d'hommage leurs efforts pour la sécurisation de la région. Il n'y a rien de plus gratifiant pour nous militaires que de voir nos efforts reconnus par nos mandants, en l'occurrence les populations. Car, comme vous le savez, l'armée est au service de la nation afin de garantir à chaque citoyen le droit de vivre en toute quiétude partout en Côte d'Ivoire. Parrain de cette cérémonie,
Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, il a félicité les populations pour cette initiative avant de les exhorter à continuer cette franche collaboration qu'elles entretiennent avec les forces armées ivoiriennes. Le renseignement est essentiel en matière donc de défense et de sécurité et les populations doivent signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect. Tout fait suspect. Un paysan qui se rend dans son champ, qui voit des personnes inhabituelles qui rentrent dans son champ, doit saisir automatiquement les autorités. Quelqu'un donc dans son quartier qui voit un groupe de personnes qui vient habiter là sans se signaler, doit le signaler. Ce n'est pas faire de l'espionnage, mais c'est de se protéger soi-même d'abord. Ceci est très important. Les populations ont assuré au ministre d'État Téné Birahima Ouattara qu'elles sont disposées à renforcer leur collaboration avec les forces armées ivoiriennes basées dans la région afin de garantir la sécurité dans le Bunkani. Et deuxième titre de ce journal, rendre disponibles et accessibles les produits vivriers en zone rurale. C'est l'objectif que vise le projet de renforcement des systèmes alimentaires durables. En Côte d'Ivoire, 9 régions du pays ont été identifiées pour accueillir ce projet qui sera mis en œuvre par CARE Côte d'Ivoire et cofinancé par la coopération autrichienne pour le développement et l'Union européenne. Il permettra d'impacter positivement les conditions de vie des agriculteurs. Constant Kokora, Jean-Marc Djadji. Accompagner la Côte d'Ivoire à parfaire sa transition vers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement est l'objectif visé par le projet de renforcement des systèmes alimentaires durables. Lors de l'atelier de présentation du projet, qui a réuni les bailleurs, acteurs étatiques ainsi que les parties prenantes, ils sont orientés sur les différents enjeux. Il s'agit d'un projet important. Nous sommes inscrits dans la même dynamique pour pouvoir accompagner les autorités ivoiriennes, notamment dans l'amélioration de la sécurité alimentaire surtout. Nous allons nous attacher aux produits maraîchers, aux produits du manioc et leurs dérivés et aux plantains. L'idée n'est pas seulement d'accroître la production, mais d'accompagner toute la chaîne de valeur et surtout la création de plus d'opportunités d'emploi pour les femmes et pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Pour faciliter sa mise en œuvre, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, a réaffirmé l'ambition de la Côte d'Ivoire de développer une agriculture durable, compétitive et créatrice de valeur ajoutée. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la droite ligne du PNIA qui repose sur 3 piliers essentiels, à savoir la création de la valeur ajoutée, la croissance inclusive et bien entendu le renforcement des systèmes de production. Initié par CARE Côte d'Ivoire et cofinancé par la coopération autrichienne pour le développement et l'Union européenne, le projet Présassi va être exécuté dans 9 régions du pays et s'étendre sur la période 2024-2028. Et en Côte d'Ivoire, sur les 11 dernières années, les volumes d'exportation sont passés du simple au double. Pour maintenir la cadence, il faut mettre en conformité les investissements, l'industrialisation et la politique d'exportation. Des réflexions sont engagées sur la politique nationale du commerce extérieur en vue de créer un cadre de dialogue et prendre en compte les hommes et les jeunes femmes entrepreneurs les plus vulnérables. Didier Nguessan nous en parle. Les exportations de la Côte d'Ivoire ont presque doublé sur la période 2012-2023 avec plus de 10 900 milliards de francs CFA et un taux moyen annuel de 6,4%. Sur cette période, les importations sont du même ordre avec 10 899 milliards de francs CFA et un taux de 7,4%. Pour maintenir le cap de cette croissance, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa direction du commerce extérieur, consulte les PME et les acteurs impliqués. Nous avons 4 grands défis que nous devons relever. D'abord le défi de la cohérence des politiques commerciales et des autres politiques. Il y a le défi de la conquête des marchés, notamment les nouveaux marchés. Il y a le défi de respect des normes des produits qui rentrent chez nous pour éviter la contrefaçon, etc. Et puis il y a le défi de commerce durable et inclusif. Ces entreprises qui doivent faire le travail. Si on fait le commerce, c'est elles et eux qui doivent faire le vrai travail. Nous, on essaye de créer avec le gouvernement un environnement qui facilite ce commerce. Il s'agit d'élaborer un plan d'action et de définir l'orientation ZLECAf en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs et de dresser un bilan des participations aux foires et expositions commerciales. Trouver des solutions innovantes en termes non seulement de financement, mais aussi en termes de ciblage de marché. Et nous devons revisiter tous les outils d'analyse de marché et d'accompagnement des entreprises
Et cela d'autant plus que la Côte d'Ivoire est de plus en plus un pays qui exporte des produits finis avec une véritable stratégie industrielle. Notre politique commerciale et notre politique de conquête des marchés doit tenir compte de ce nouveau paradigme-là. Par cette concertation, la politique nationale du commerce extérieur se veut participative. Le général des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire est désormais certifié aux normes internationales. Elle obtient une double certification ISO 9001-2015 et ISO IEC 27001-2022. Les détails de cette actualité avec Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Double distinction pour la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État du Côte d'Ivoire, MUGEFSI, certifié ISO 9001-2015 et 27001-2022. Fruit de la politique et des réformes initiées par le conseil d'administration de la mutuelle, notamment l'augmentation du panier de soins et l'accélération des procédures administratives, autant d'indicateurs qui donnent satisfaction aux fonctionnaires et agents de l'État. Cette double distinction va améliorer les prestations. La certification n'est pas une fin en soi et appelle de notre part un effort continu dont nous sommes conscients. Elle constitue une étape dans notre dynamisme d'amélioration continue. Chers mutualistes, la cérémonie qui nous réunit ici ce jour consacre la maturité et la robustesse du système de management de la MUGEFSI sous notre gouvernance et sous notre leadership. Pour des générations et des générations de mutualistes, la MUGEFSI n'est pas juste une entreprise de services. La MUGEFSI, l'unique instrument de solidarité, la MUGEFSI, c'est la vie. Ces certificats attestent de la rigueur et de la transparence du processus de gestion. La mutuelle appelle alors à préserver ses acquis. Le ministre voudrait féliciter l'actuelle équipe dirigeante de la MUGEFSI pour ce travail qui a été abattu. Il me charge de dire à la MUGEFSI qu'une chose est d'accéder au sommet et une autre est non seulement de s'y maintenir. Avec ces certifications, la MUGEFSI devient la première mutuelle publique de l'espace UEMOA. La suite, le conseil d'administration ambitionne faire passer la couverture et la prise en charge à plus de 80%. En matière de santé, mieux de vaccination, la Côte d'Ivoire a partagé son expérience avec les autres pays ouest-africains au cours de la réunion annuelle des directeurs de programmes élargis de vaccination pour l'année 2024. Cette réunion a eu lieu au Cap-Vert le 19 septembre dernier. Du financement des vaccins à leur acquisition en passant par leur administration sur le terrain, les différents tableaux ont été présentés. Didier Nguessan. Praia, capitale du Cap-Vert, les directeurs de programmes élargis de vaccination dressent le bilan de la mise en œuvre des programmes de vaccination en Afrique de l'Ouest. Partage de meilleures pratiques et des cas de résilience des pays respectifs. Dr Brooke Boto, chef de la délégation ivoirienne, a présenté le modèle de financement domestique de vaccination. Le plan a été présenté à 10 pays frères de l'Afrique, à Abidjan il y a un mois. Aujourd'hui, nous présentons le plan à près de 17 pays avec une trentaine de partenaires. Nous pensons que nous avons pris des recommandations importantes sur la mise en œuvre de ce plan. Et je pense qu'au nom du ministre de la Santé, le ministre Pierre Demba, il aura une bonne mise en œuvre d'ici ce plan, année par année jusqu'en 2029. Garantit une couverture vaccinale suffisamment importante pour minimiser les risques d'expansion des maladies d'un pays à un autre. Le programme Gavi, en charge de la collecte des vaccins et de sa mise à disponibilité dans la région, mutualise les efforts. Je suis très convaincue que la Côte d'Ivoire va réussir parce qu'il y a un engagement au très haut niveau. Nous savons que le président de la République, le président Alassane Ouattara, est très engagé dans la vaccination, mais aussi le Premier ministre et toute l'équipe nous ont démontré beaucoup de soutien. En début septembre, la dernière campagne de vaccination de masse en Côte d'Ivoire portait sur la poliomyélite avec possible 8,7 millions d'enfants de moins de 5 ans. Le centre de santé rural de Tiema, village de la sous-préfecture de Worofla, dans la région du Ouorodougou, vient d'être équipé en matériel médical. Ce don est l'œuvre du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Il a été rendu possible grâce à un fils du village, un don pour permettre aux populations d'accéder aux soins de qualité. C'est ce que nous dit Patricia Omoetia.
Tiema, village situé dans la sous-préfecture de Worofla, dans la région du Worodougou, a vu le plateau technique de son centre de santé renforcé. Des équipements médicaux qui permettent aux habitants de cette localité d'accéder à des soins de qualité, rassure le médecin-chef de la sous-préfecture. Avec ce matériel, le plateau technique sera relevé et nos agents de santé, nous pourrons vraiment travailler dans des conditions adéquates. Un soulagement pour les habitants du village qui n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs. Les matériels qui sont venus ici à l'hôpital, vraiment, c'est un avancement aussi pour l'hôpital. Nous, ministre de la Santé, on lui remercie très bien. Nous, population rurale, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un matériel si de pointe, de qualité pour la santé de nos mamans qui pourraient se sentir abandonnés. Nous, en tant que cadre de développement, nous ne pouvons que dire merci pour ce geste. Ce don a été offert par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il a été rendu possible grâce à un fils du village. Ce n'est pas du tout évident. Monsieur le ministre Pierre Demba, qui est de la région de la Niévi-Tiassa, qui accepte d'adopter un fils du Worodougou. Et dans ce élan, et voilà tout ce que nous avons pu obtenir dans cette adoption. Donc vraiment, on tenait à dire merci au ministre Pierre Demba pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse ivoirienne et pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour notre centre de santé. Merci infiniment à notre gouvernement, merci infiniment à son excellence Alassane Ouattara pour toutes ces actions de développement. Le personnel médical a été invité à faire bon usage de ces équipements. Madame, Monsieur, en plus de veiller au salut des âmes, l'église Winners de Chapelle Internationale s'investit également dans le social. L'école d'Aguedo a été réhabilitée grâce aux bons soins de cette église. L'école a été remise officiellement au cours d'une cérémonie. L'action de réhabilitation avait été engagée dans le cadre de la célébration marquant le 70e anniversaire du fondateur de l'église, David Oyedepo. Une action de solidarité qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de cette école. Sarah Tiéméné et Carmen Dia. En ce début de rentrée scolaire, l'école primaire publique d'Aguedo-Atié fait peau neuve. Elle bénéficie d'une rénovation complète, une action portée par l'église Winners Chapelle Internationale lors de la célébration des 70 ans de David Oyedepo, son fondateur. Nous avons décidé de réhabiliter cette école en son honneur pour célébrer la main de Dieu sur sa vie. Nous avions aussi prévu visiter un orphelinat pour aider les enfants qui souffrent, qui sont démunis, visiter des hôpitaux en l'honneur de notre père, Dr David Oyedepo, pour célébrer la grâce de Dieu sur sa vie. Un geste qui a suscité une vive reconnaissance, tant de la part des responsables de l'établissement que de la chefferie du village. On a longtemps souffert, beaucoup de demandes d'aide, non concrétisées, non réalisées. Aujourd'hui, par l'aide de Dieu, Winners Chapelle est venue poser cet acte. Ça nous va droit au cœur, nous sommes très heureux. Ce que l'église Winners Chapelle a fait, mais aller droit au cœur. Vraiment, merci de penser aux enfants de Côte d'Ivoire. Outre sa mission de gagner des âmes à Christ, l'église Winners Chapelle Internationale est engagée dans les actions sociales visant à promouvoir le bien-être des fidèles et des populations. Vous les avez certainement vus plusieurs fois prendre part au défilé du 7 août à l'occasion de l'indépendance. Les pensionnaires de l'EMPT, l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville, leur école, l'EMPT, était au cœur de la tribune de partage du CICG, le centre d'information et de communication gouvernementale. Tout savoir de cette école, les conditions d'accès, le contenu de la formation jusqu'aux perspectives. À présent, à cette tribune d'échange, Ismaël Evrardeo, Davis Oyo, UCRBLE. Invité à cette séance d'échange du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, le colonel Séraphin Tano, commandant de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT, décline dans un premier temps les missions et enseignements distillés au sein de cet établissement d'excellence. Sa principale mission est de donner à ses élèves une formation morale, intellectuelle, technique, physique et militaire qui leur permet de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres et techniciens des forces armées de Côte d'Ivoire, ainsi que dans l'administration civile et privée.
Pour prétendre recevoir cette formation, un concours est obligatoire. Une fois admis, la journée pour un pensionnaire de l'école militaire préparatoire de Bingerville est un mélange d'activités sportives et éducatives inculquées dans un esprit militaire. Dès le réveil, le footing matinal, parce qu'il faut se remettre en jambes. Et après le footing matinal, les enfants vont parfaire ce qu'on appelle dans notre jargon les corvées. Et une fois que c'est terminé, ils vont au petit déjeuner et à 7 h du matin, ils se rassemblent tous à la place d'armes pour la montée des couleurs. Et une fois que c'est fait, les élèves vont en classe entre 7h30 et midi 30. Et les cours reprennent pour l'après-midi pour se terminer autour de 18 h. À ce jour, l'établissement regorge en son sein 679 élèves, dont 198 filles, soit 30% de l'effectif total pour l'année scolaire en cours. Et direction la région du Hambol, où le conseil municipal de Tafira et le bureau national d'études techniques et du développement, le BNET, ont organisé au centre culturel de la mairie un atelier de restitution du diagnostic, de planification, de programmation. Cet atelier a enregistré la participation du corps préfectoral, des chefs de service, des forces de défense et de sécurité, des chefs de village, des guides religieux, des géomètres exerçant à Tafira, ainsi que la population. Kader Sogotogo. Atelier de restitution du diagnostic de planification, de programmation et de propositions d'aménagement de Tafiré dans la région du Hambol. Une initiative du conseil municipal soutenue par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Pour le maire de Tafiré, Sunkalo Koulibalidi Charles Sanga, il ambitionne un développement harmonieux de sa commune. Cette activité vise à partager les résultats du diagnostic réalisé, à discuter des enjeux identifiés et à valider les orientations de développement proposées. Il est apparu nécessaire au conseil municipal de Tafiré d'initier ces deux études, planifier tous les projets de développement que nous avons et naturellement la seconde, c'est de permettre d'avoir des boussoles qui vont dessiner le futur de notre ville dans les 10-15 prochaines années. Les échanges ont permis aux participants de partager les analyses, de collecter d'autres données complémentaires pour l'amélioration du document. Tous les aspects, notamment la voirie, les équipements, l'habitat et l'économie, sont passés au peigne fin. L'objectif aujourd'hui, après avoir recueilli les besoins et après avoir restitué le diagnostic, nous allons partir en atelier pour traduire en actions concrètes ces besoins exprimés par les populations, lesquelles actions vont faire l'objet de fiches projets et une fois le financement obtenu, le maire aura à sa disposition les moyens pour pouvoir impulser le développement et apporter le changement tant souhaité par les populations. Soulignant l'importance de cette rencontre, les autorités administratives et la population saluent les initiateurs. Je suis content parce qu'aujourd'hui, les gens construisaient anarchiquement. Ce n'est pas bien. Il faut que chacun sache où la route doit passer, les grandes infrastructures, les collèges, les lycées, chacun doit être au courant. C'est dans une note de gaieté et d'espoir pour une ville de Tafiré coquette et prospère qu'a pris fin cet atelier de restitution de diagnostic, de planification et de programmation. La beauté intellectuelle, mieux littéraire, célébrée, la 4e édition du concours national Miss Littérature 2024 est lancée. C'était dans la commune de Cocody. 20 candidates ont été retenues pour participer à cette édition dont l'objectif principal est de sensibiliser à l'importance de la littérature dans la société et encourager les jeunes femmes à devenir des ambassadrices de la culture et du savoir. Yves Niazalé, Godefroy Okambawa et Kinibois nous en parlent. Littérature, élégance et intellect se donnent rendez-vous pour la 4e édition du concours national Miss Littérature. Cette année, sur 80 candidates, seulement 20 ont été sélectionnées pour participer aux demi-finales. 10 d'entre elles s'affronteront à Boaké le 5 octobre prochain, tandis que les 10 autres concourront à Abidjan le 19 octobre. C'est un concours vers nos jeunes filles de 18 à 24 ans. La seule condition, il faut aimer la littérature. Je les encourage, elles sont vraiment courageuses de s'y essayer. Elles viennent dans une aventure presque inconnue et donc je les encourage à faire des recherches. L'objectif du concours Miss Littérature est de promouvoir la culture chez les jeunes femmes. Pour les anciennes candidates, le concours Miss Littérature est bien plus qu'une compétition. C'est une véritable
école de vie. Miss Littérature est une belle expérience qui permet à de nombreuses personnes venues de divers horizons de se rencontrer et de partager ce qu'elles ont en commun, c'est-à-dire leur amour pour le livre. Parce que quand on est ami du livre, on rencontre des personnes qui sont également amies du livre. Parmi ces demi-finalistes, Aïchatou, elle se donne les moyens pour relever ce défi littéraire. La littérature, c'est un sujet qui me passionne et j'ai vu en ce concours-là une occasion d'allier l'utile à l'agréable en rencontrant des gens qui partagent aussi cette passion-là. La thématique de cette 4e édition du concours national Miss Littérature s'articule autour de l'intelligence artificielle. La grande finale aura lieu à Abidjan le 14 décembre 2024. Et la paroisse Saint-Raphaël de Biabou de l'église du christianisme céleste située dans la commune d'Abobo a célébré sa fête de moisson. Les fidèles de cette communauté ont exprimé leur reconnaissance à Dieu à travers des actions de grâce et aussi prié pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Wuredo Kwadio, Godfrey Kambawa. La fête des moissons, une tradition à la paroisse Saint-Raphaël de Biabou dans la commune d'Abobo. Comme chaque année, les fidèles se sont mobilisés pour faire de cette célébration un moment de communion. C'est un jour de partage et d'offrande pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Le jour de la moisson, on vient, on apporte toutes nos semences, on apporte toutes nos récoltes à Dieu pour lui dire merci. À travers cette cérémonie, nous en tirons en tout cas de bonnes choses. Par exemple, l'amour, la convivialité, le donner du recevoir. Ça nous apprend à être charitable. Cette 17e édition, placée sous le thème Moisson de feu, a été l'occasion pour les fidèles de cette communauté de traduire leur reconnaissance au Seigneur. L'Église céleste, la moisson, c'est un jour de célébration de joie, de bonheur, qui vient de l'Ancien Testament de Deutéronome 26, versets 1 à 11. Dieu demande qu'on célèbre chaque année. Donc on vient, on travaille une année. Le mois arrive, on vient pour célébrer, pour s'amuser entre nous, les frères et nos amis. On prie que Dieu envoie une unité entre les frères et les sœurs d'Ivoiriens. L'église du christianisme céleste, paroisse Saint-Raphaël de Biabou, a démarré son œuvre en 2000. Elle compte à ce jour plus de 2000 fidèles. Et on parle de sport à présent dans ce journal avec la finale de la Coupe Children of Africa dotée du trophée de la première dame Dominique Ouattara qui a eu lieu le week-end dernier au stade Henri Konan Bédié à Bangoro. Cette finale qui a opposé le FC Moussikro. Eh bien, l'équipe de FIAC a été remportée par le FC Moussikro. Ce tournoi initié par la Fondation Children of Africa vise à occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires et aussi à détecter les talents de footballeurs. Herman Yamie nous en parle. FC Moussikro, vainqueur de la 15e édition du tournoi de la Fondation Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Après un score nul à l'issue du temps réglementaire lors de cette finale, jouée au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, c'est au tir au but que l'équipe du FC Moussikro a battu celle de FIAC sur le score de 3 tirs au but contre 1. Ce match, c'était très dur. On ne savait pas quand on voulait arriver là-bas. Aujourd'hui, on a montré ce qu'on peut faire. On est arrivé là-bas, on a bien joué. On sait qu'on a remporté. Merci à la première dame, tout ce qu'elle fait pour nous. La finale féminine a vu triompher l'équipe d'Afan face à l'équipe de Fusion FC sur le score de 3-0. Le président du comité d'organisation Hervé Adom, maire de la commune d'Abengourou, a salué le niveau assez bon de la compétition, particulièrement le fair play dont ont fait preuve les équipes. Il a exprimé son désir de voir la ville se doter d'un stade digne de la cité royale et de voir les jeunes talents révélés lors de ce tournoi intégrer un jour l'équipe nationale. Il faut féliciter les encadreurs et puis aussi ces jeunes talentueux qui sont dans des conditions difficiles, qui s'entraînent dans des conditions difficiles, mais qui ont pu pendant ce mois se donner au maximum. Et aujourd'hui, on a une très belle finale avec des jeunes qui sont très motivés et très mobilisés. Démarré le 3 août dernier, les compétitions de la 15e édition du tournoi de la Fondation Children of Africa à Abengourou ont vu la participation de 16 équipes, dont 2 formations féminines de football. Elles ont rassemblé les jeunes garçons et filles de 7 à 15 ans. Organisé chaque année, ce tournoi permet aux adolescents de s'épanouir sainement et de promouvoir les valeurs de la solidarité, de fair play et de dépassement de soi à travers la pratique du sport.
Un reportage signé Hermanie Amiens. En sport toujours, on parle de Maracana, cette fois à quelques jours du top départ de la compétition Maramonde 2024. Le ministre délégué au sport et du cadre de vie, Hadji Silas Metch, a rendu visite aux éléphants maracaniers mercredi dernier au Palais des Sports de Trècheville. Objectif, prendre contact avec les encadreurs et les joueurs de l'équipe nationale qui défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire, la Coupe du Monde de Maracana. Konaten Kamblé et Arsène Kwasi nous en parlent. En regroupement depuis un mois, les éléphants maracaniers reçoivent la visite du ministre délégué au sport et du cadre de vie. Entouré de ses collaborateurs, Hadji Silas Metch a encouragé l'encadrement technique et les 19 joueurs présélectionnés pour la Coupe du Monde de Maracana. Très attendu, le sélectionneur national Sylvain Yobo et ses joueurs sont déterminés à réaliser une belle performance. Je pense qu'on n'a pas de pression, nous sommes confiants, nous sommes au pays et cette Maramonde-là, c'est juste chez nous. Soyez sereins. Dormez tranquille. Nous aurons une grande équipe pour cette année qui va représenter valablement la Côte d'Ivoire. L'occasion était également belle pour visiter la rotonde du Palais des Sports et la salle polyvalente, les deux principaux sites devant accueillir les 32 matchs de la compétition. Hadji Silas Metch est également allé à la rencontre du chorégraphe ivoirien Georges Monboy et son staff sollicité pour assurer le spectacle d'ouverture de la Maramonde. Tout se passe bien, les artistes sont là et tout le monde est vraiment au travail, ils sont très excités à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une visite d'encouragement et de soutien qui témoigne de la volonté du ministre Hadji Silas Metch de voir les différents acteurs hisser haut le drapeau national lors de ce grand rendez-vous mondial. Ils ont le soutien du chef de l'État qui a autorisé donc, la tenue de cette activité et ils ont le soutien également de l'ensemble des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Robert Begremambé. Ils doivent aborder donc, cette compétition avec beaucoup d'humilité, mais également de rigueur, parce qu'on n'organise pas pour organiser, on organise pour bien organiser, mais on n'organise pas pour laisser partir le trophée. L'aventure des éléphants maracaniers débute le vendredi 27 septembre 2024 face à la Belgique. Un choc d'entrée que les nonuples champions d'Afrique préparent avec confiance et sérénité. Et dans l'actualité internationale, la représentante de l'ONU au Liban, Janine Hennis-Pléchard, mis en garde ce dimanche 22 septembre contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient en pleine escalade militaire entre Israël et le Hezbollah libanais. Pour elle, la solution n'est pas d'ordre militaire. Notons que le front libano-israélien s'est embrasé ce dimanche avec des centaines de roquettes tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël et des dizaines de raids aériens israéliens menés au Liban. 3 personnes ont été tuées depuis ce matin dans le sud du Liban et plusieurs autres ont été blessés. À place à présent au Dimanche Magazine, nous le disions à l'entame de cette édition, selon le rapport de l'indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, un classement illustrant les bonnes politiques et initiatives gouvernementales, mais aussi les efforts du comité technique du pilotage conduit par Madame Euphrasie Yao, la présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration du rapport CJ de la Côte d'Ivoire, qui nous a d'ailleurs rejoint sur ce plateau. Merci donc Madame la Présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration de ce rapport d'être avec nous sur ce plateau. Avant d'entrer dans le vif des sujets, dites-nous concrètement, que doit-on comprendre par inégalité entre les hommes et les femmes ? La première des choses, c'est qu'on ne peut pas parler d'inégalité entre les hommes et les femmes sans parler de développement. Donc, parce que le développement, c'est la capacité d'un peuple à satisfaire les besoins de sa population, filles, garçons. Donc, quand on parle d'inégalité, on va regarder le pouvoir social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, qui a accès, qui contrôle. On va regarder le pouvoir économique, les opportunités d'emploi, l'entrepreneuriat qui est au poste de décision au niveau économique, qui décide. On va regarder le pouvoir politique, la prise de décision au niveau de l'Assemblée, du gouvernement, même au niveau des familles et surtout le pouvoir culturel. Qu'est-ce qui bloque le développement? Qu'est-ce qui empêche le pays d'aller au développement? Donc c'est ça les inégalités qui ont un lien très étroit avec le développement. Nous en Côte d'Ivoire, on parle de genre et développement. Donc on a pris cette approche-là qui vise à corriger justement ces inégalités sociales, économiques, politiques, culturelles entre les femmes et les hommes. Alors la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la Côte d'Ivoire est un pays champion en termes de lutte contre les discriminations, en termes de développement durable, équitable, profitable à chaque habitant et habitante de la Côte d'Ivoire.
Cela signifie que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un pays donateur de solutions en termes de genre et développement, en termes de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Cela signifie également que les autorités ivoiriennes ont pris à bras le corps. Le genre est une approche de décision. Donc les autorités ont pris à bras le corps cette question-là pour que le développement soit profitable aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons. C'est en cela que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a cette grande vision qui permet à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. On le dit toujours, quand ça ne va pas, on dit qu'il n'y a pas de volonté politique. Et ça, nous tous, on le dit. Mais là où on est premier en Afrique, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, vraiment cette volonté est là, et avec aussi l'implication personnelle du chef de gouvernement, son Excellence, M. Robert Begue-Mambé, qui nous a demandé de sortir ce rapport parce que c'est un rang, comme il le dit, très remarqué et remarquable. Alors dites-nous, comment se définit ce fossé aujourd'hui dans notre pays, surtout après ce classement de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays africains? Ça veut dire que nous, notre fossé est en train d'être réduit. Je vais donner des exemples. Allez-y. On a eu 17,3 en termes de lutte contre les discriminations. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as 0, tu n'as pas de discrimination. Quand tu as 100, tu as 100% de discrimination. Mais nous, on a eu 17,3. Toute l'Union européenne a eu 15. Vous voyez qu'on n'est pas loin. L'Afrique a eu 40. C'est-à-dire que l'Afrique est encore dans la moyenne, mais nous, on est très faible. Et des pays qui étaient cités auparavant, comme le Rwanda, toujours on disait que c'était le premier pays. Aujourd'hui, le Rwanda a 19, donc on les a dépassés. L'Afrique du Sud a 23, on les a dépassés. Même le Canada a 17,5. Donc on est juste avant le Canada. Et les États-Unis ont eu 19. Donc c'est un classement mondial. Et aujourd'hui, on a ce rang très remarqué. Moi, je pense que tous les Ivoiriens doivent se réjouir comme on l'a fait pour la CAN. Alors, on va ensemble suivre ce reportage réalisé par Franck Quadio qui nous renseigne davantage sur le sujet et on revient. C'est bien le moment de multiplier les initiatives contre les inégalités entre les genres, mais surtout de célébrer les efforts accomplis. En présence du chef du gouvernement Robert Begue-Mambé, le rapport sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres, SIGI, est présenté. Que dit ce rapport diligenté par l'OCDE, Organisation des coopérations de développement économique? La Côte d'Ivoire, sur un baromètre de 100 à 0, obtient 17,3. C'est un point de satisfaction relevé par la ministre de la Femme, président de l'activité, Nasseneba Touré. Des acquis à mettre au bénéfice des attentions croissantes du gouvernement, comme le rappelle le Premier ministre Robert Begue-Mambé. Les efforts du gouvernement visent précisément l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. Je me félicite de notre score. Ce score est loin d'ailleurs d'être anecdotique. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents. Nous nous hissons au rang de champions d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. En outre, nous faisons notre entrée dans le quota des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Des avancées saluées par l'ensemble de la communauté. La Côte d'Ivoire qui a lancé récemment l'opération Carton rouge contre les discriminations du genre, ayant abouti à la déclaration d'Abidjan, entend maintenir la barre haut. Alors dans ce reportage de Franck Quadio, on voit très bien le Premier ministre qui se réjouit de ce positionnement obtenu par la Côte d'Ivoire. Vous qui étiez présente également à cette cérémonie, dites-nous en dehors de ce point donc mentionné par le chef du gouvernement, quels sont les autres grands axes qui ont justement marqué cette cérémonie? Alors au cours de cette cérémonie, il y a eu d'abord le groupe technique consultatif que je présidais qui a pris la parole pour expliquer la méthodologie scientifique que l'OCDE utilise partout pour avoir ce score-là. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a décidé des indicateurs. J'en ai parlé et on a félicité aussi les membres du groupe technique consultatif. La ministre de la Femme a également pris la parole pour expliquer un peu ce merveilleux travail que le ministère fait, mais surtout l'OCDE. L'OCDE est venu avec sa directrice principale pour expliquer le meilleur score. Et ils l'ont dit clairement, la Côte d'Ivoire doit se réjouir parce qu'on a fait un grand bond. En 2019, on était à 40.
assistants. Aujourd'hui, on a 17,3. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors parlons justement de l'OCDE. Beaucoup d'Ivoiriens ignorent certainement les missions de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous faire la lumière sur ces champs d'action? Alors, je voulais dire par exemple qu'au cours de la cérémonie, le Premier ministre a vraiment marqué sa satisfaction. Et il a même dit qu'il va vraiment à un haut niveau suivre les recommandations, demander à tous les ministères de suivre ces recommandations. L'OCDE, c'est quoi? L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous voyez les deux pôles, l'économie et le développement. Et il y a un centre au sein de l'OCDE qui, depuis, ça fait 5e édition de SIGI, qui mesure le développement des différents pays. Et l'OCDE est aussi là pour évaluer les progrès dans les différents pays. Ils ne nous disent même pas qu'ils vont classer. Ils vont dans chaque pays, ils vous donnent les outils, les variables, et vous essayez de les renseigner. Et nous, en les renseignant, on a été très naturel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, quels sont les défis. On a fini en 2022. Ça, c'est le groupe technique consultatif qui est composé de tous les ministères, les ONG, les partenaires au développement, on a fait. Maintenant, quand ils sont allés regarder au niveau des différents pays, ils ont commencé à les comparer. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en tête. Et cette fierté-là, on ne pourra jamais cesser parce qu'il s'agit de développement. C'est vrai, on a eu la CAN, c'est du football, c'est du jeu. Mais aujourd'hui, on parle de développement humain durable. Alors, vous parliez à l'instant de procédures scientifiques concernant justement le groupe technique et consultatif pour l'élaboration de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner dans le détail ce en quoi a consisté votre action? Alors, notre action, d'abord, moi, j'ai été désigné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour conduire ce groupe-là. Quand j'ai été désigné, avec l'OCDE, on a commencé à identifier dans les différents ministères, dans les différents secteurs d'activité, les ONG, les personnes qui allaient nous accompagner à faire le rapport de la Côte d'Ivoire qui va être présenté par rapport aux autres. Et donc, ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, l'INS, qui est devenu ANSAT, était chargé d'élaborer ce rapport avec les indicateurs. Donc, ils nous ont proposé des indicateurs qu'on a validés. La troisième des choses, le rapport est venu. On a validé encore le contenu du rapport. Et c'est comme ça que l'OCDE est parti avec le rapport. Donc, le groupe était chargé de superviser, d'orienter, d'organiser le rapport pour qu'il sorte au nom de toute la Côte d'Ivoire. Alors, arrêter là, une chose est d'atteindre un positionnement, une autre est de s'y maintenir. Quelles actions envisager pour justement assurer le maintien de la Côte d'Ivoire à ce positionnement, surtout à ce classement? La première des choses, c'est de mettre en œuvre les recommandations. Parce que c'est très précis, je vous dis. On dit par exemple qu'en Côte d'Ivoire, 18% des hommes pensent qu'on doit continuer les mutilations génitales féminines. Alors qu'en Afrique, il y a 37% des hommes qui pensent qu'on doit continuer. Là, on est premier là. Mais quand même, il y a 18%. Alors que les mutilations génitales féminines créent des problèmes de fistules de santé et tout ça. Donc, on doit pouvoir mettre en œuvre ces recommandations. On doit continuer avec ce qui fait notre force, notre approche genre et développement durable et équitable qu'on a créé ici en Côte d'Ivoire et qui est en train d'être utilisée partout dans les pays. Aujourd'hui, les formations en ingénierie du genre, on a 400 experts, dont 20% d'hommes. Et il y a le Canada a fait, le Tchad, le Gabon, au moins une dizaine de pays qui viennent se former ici. Donc, on doit continuer avec cet apport. On ne doit rien changer. Une équipe qui gagne, on ne change pas. Donc, on va garder ça. Et on va aller toujours avec la transversalité, mais avec une autorité vraiment très forte. Comme le Premier ministre disait tout à l'heure, il va prendre en main cette question de genre. Il a parlé de transcendance, même j'ai beaucoup aimé dans son discours parce que c'est très fort. Et j'étais heureuse d'entendre cela parce que les questions de genre, ce n'est pas la femme. Je vous dis toujours. Ce ne sont pas ça les personnes. Ça n'a rien à voir avec... c'est une stratégie qui aide le développement. Femme, les combats de ce genre. Ce n'est même pas les combats des femmes. C'est une stratégie qui aide à aller au développement durable et équitable. Donc tout le monde doit connaître. Si tu veux travailler sur le développement, tu ne connais pas le genre, comment tu peux faire? Moi, c'est ce que je me demande toujours. C'est pour ça qu'on est heureux d'avoir tous ces experts-là. Alors, ce résultat obtenu est la preuve que les lignes bougent. Ce rapport signifie, en d'autres mots, que ces inégalités tendent à disparaître, ce qui inclut un changement progressif de mentalité. Cela se ressent-il véritablement dans le quotidien des populations? Oui. Dans le quotidien des populations, c'est clair. Est-ce que vous avez des exemples? Je vais donner deux exemples que vous connaissez bien. Allez-y. Ils sont en train de faire le tour du monde. Regardez, il y a un des indicateurs du SIGI qui parle de la famille, c'est-à-dire des inégalités au sein de la famille. On sait qu'au sein de la famille, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un homme qui travaille
1 heure pour les travaux ménagers et puis la femme travaille 5 heures. Ça veut dire qu'on ne travaille pas de la même manière pour faire vivre la famille. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, dit, bon, ce que je vais faire, je vais donner des ressources aux femmes pour que le travail invisible qui ne rapporte rien, en fait, ça rapporte beaucoup, mais ça ne rentre pas des gains. Je vais donner de l'argent, des milliards à ces femmes-là pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus. Mais c'est leur vie qui change, c'est les milliers de familles qui changent. Quand on prend le programme Compédium des compétences féminines du Côte d'Ivoire, qui dure depuis 13 ans, qui a valorisé les compétences, vous ne voyez pas que l'environnement a changé, les femmes s'expriment. Et aujourd'hui, il y a des gens, moi je viens avec le ministre de la Jeunesse, je me rends compte que les jeunes filles commencent à prendre le dessus. Et ça, il faut qu'on essaie de corriger. Donc ça crée cet environnement-là qui est devenu le meilleur programme africain qu'on essaie de donner aux autres pays comme la Guinée, le Cameroun, la Mauritanie. Ce sont des exemples concrets. Quand vous formez un DG d'entreprise et qui décide de se labelliser, imaginez-vous ce DG qui gère des milliards de francs, des milliers de personnes, qui décide de prendre en compte l'approche gens. Vous voyez combien de personnes sont touchées? Merci à vous, Madame Fraziao. Merci pour toutes ces précisions. Merci surtout pour l'engagement sur les questions du genre. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe technique et consultatif pour l'élaboration du rapport CIGI de la Côte d'Ivoire. Vous étiez avec nous sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est sur ces mots que se referme cet entretien. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang en Afrique dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, selon le rapport de l'indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'Organisation de coopération de développement économique OCDE. On en a parlé donc ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à tous les Ivoiriens.